Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 9. Je suis un peu triste, alors il fallait que je fasse un truc un peu rigolo. Tenez, regardez. C'est une pompe à vélo. Et j'ai retrouvé cette pompe à vélo dans le garage. Et j'ai plus de vélo, mais ça fait rien. On va parler de Lovecraft et de la bicyclette. Et en fait, vous allez voir, c'est vachement important. Lovecraft est né en 1890. Sa première bicyclette, il la reçoit pour l'anniversaire de ses 10 ans. Et il insiste bien, c'est ma mère qui me l'avait offert. Le père était déjà plus de ce monde. Mais par contre, il dit des choses rigolotes dans cette lettre parce que c'est toujours attaché à faire des portraits de lui-même. On dispose de 2 autobiographies, on y viendra ça tout bientôt. Et dans une, il dit je me suis lancé sur la bicyclette alors que je n'avais jamais appris à faire du vélo. Et en plus, je ne savais pas comment en descendre. Il a fallu que ce soit mon grand-père qui m'arrête. Mais ça veut dire que plus de 20 ans après, de ça, il en reste fier. Il monte sur la bicyclette et dit That memorable year, my 10th birthday, excusez la prononciation, I found myself able to ride it without lessons, although I couldn't get off. I just rode around and around until pride vanished and I confessed my technical limitation. C'est-à-dire qu'il est lancé comme ça, et il tient, et il tient, et il tient, et ça, il en sera toujours fier. Au point que quelque temps plus tard, il dit toutes ces années-là, j'ai été un vrai bicycle centaur, un centaure du vélo. Eh ben, on va le suivre, le centaure du vélo. Où est-ce qu'on va le suivre? Quand vous êtes à Providence, donc on est à flanc de cette colline, il y a une crête un peu plus haut, on va en reparler, un peu plus comme ça, côté est, il y a la rivière, la Zeekonk, et tout de suite, vous savez, cette idée de la wilderness. Je salue mon ami de Montréal, Robert Hébert, qui regarde toutes ces vidéos. Dès que la ville s'arrête en Amérique, commence la wilderness. Vous savez, euh, Lovecraft n'avait jamais lu Thoreau, en tout cas, il ne l'a pas énormément apprécié, il en parle peu, mais vous savez que dans le Walden de Thoreau, l'expérience comme ça d'être en plein bois, on est à peine à quelques dizaines de minutes de la ville. Je pense que pour Lovecraft et son vélo, c'est la même chose. Par contre, où c'est intéressant pour le travail de l'œuvre, c'est que toutes ces hallucinations, ces grands arbres fantômes, ces menaces des végétaux, ces arbres qui bougent, rappelez-vous dans Couleur tombée du ciel, ou tant c'est Dunwich Horror, ou c'est à peu près toujours ces mêmes schémas d'arbres qui bougent dans le vent, de racines complètement tortueuses, comme dans La peur en embuscade. Ben, ces choses-là, il les trouve là, dans ces balades, à quelques 600 ou 700 mètres. Quand on va comme ça de Angel Street jusqu'à la Zeekonk, dès lors qu'on tombe dans les bois qui vont vers la rivière, on les a, ces ravins, ces racines folles et tout ça. Et donc, je pense que cette première sensation comme ça de liberté du gamin lancé à l'assaut de cette wilderness, mais qui commence à quelques centaines de mètres de chez lui, au bout de la rue, c'est déjà ce fantasme de l'œuvre, ce fantasme de l'inconnu, et que cette formation, cette cristallisation de cet imaginaire, il vient là, en vélo. Ensuite, vous savez que les grands événements biographiques, c'est le décès du grand-père Phillips. Et après, il va falloir vendre cette maison qui, pour lui, est la maison d'enfance. Il va falloir s'habituer aussi à un train de vie beaucoup plus réduit. Et pour nous, c'est la première phase un petit peu mystérieuse dans la vie de Lovecraft. C'est la période où ces malaises nerveux, mais c'est le vocabulaire de l'époque, on n'en saura pas beaucoup plus, contraignent à ce qu'il soit déscolarisé. Et euh, c'est pas des choses, j'aime pas trop ceux qui en font comme ça des pulsions suicidaires, tout ça. Mais il est de fait que la mort du grand-père se traduit pour l'enfant Howard par quelque chose dont les manifestations sont purement dépressives. Et là, le vélo, c'est ce qui sert à aller plus loin. Alors, bizarrement, c'est ce renversement chez Lovecraft. C'est-à-dire, il y a des lettres où il évoque partir et puis aller jusqu'au bout de la fatigue, et puis peut-être parvenir, peut-être se perdre, peut-être... Mais bon,
on se suicide pas en vélo, faut pas exagérer les mecs. Par contre, ce qui est fascinant, c'est ce renversement, quoi. C'est-à-dire que comme il va plus loin, il rejoint, tu sais, c'est tout au-dessus de Providence, c'est la frontière des deux États, c'est la frontière avec le Massachusetts. Et là, il y a une rivière qui s'appelle la Barrington River. On a quelques photos. Et quand il découvre ça, donc qu'il a quitté comme ça cette géographie de Providence, ce qu'il découvre, c'est la fascination des roches, des terrains, de sédimentation fossile. Et tout d'un coup, c'est la passion de la géologie. Et, quelque chose dans l'investissement, dans cette espèce de science de la nature, ce miracle comme ça, des choses un petit peu telluriques, mystérieuses, les forces comme ça qu'on éprouve au contact direct de la nature. Et le Vermont, c'est juste ce qu'il y a derrière un petit peu plus loin. Euh, Quelque part, c'est aussi lié au deuil du grand-père Phillips et comment, par le vélo, on le renverse. Vélo, on continue. Phase 3. Là, c'est cette phase encore où le Howard arrive à 13 ou 14 ans, ben, il n'est pas du tout désocialisé. Au contraire, ça va bien mieux, toutes ces histoires, et il a des copains. Et avec ses potes, qu'est-ce qu'ils font? Du vélo. Et comme on est plusieurs, eh ben, on va plus loin. On va, là encore, comme ça, en se dirigeant vers la Barrington River, vers le nord, le Massachusetts, il y a un petit bled qui s'appelle Rehoboth. C'est un vieux nom biblique, comme ça. Il y en a un autre dans le Delaware, il ne faut pas confondre. Et ce Rehoboth, R-E-H-O-B-O-T-H, quelquefois écrit même avec deux O. Aujourd'hui, c'est la State Forest, c'est un domaine forestier protégé. Et c'est un coin qui a été très important dans la guerre de sécession. Et eux retrouvent comme ça des vieilles cabanes, des huttes, des choses qui ont servi dans ces vieux temps de la guerre. Ben, comme tous les gamins, ils font leur cabane. Et une dizaine d'années plus tard, Lovecraft amènera un de ses amis à Rehoboth, l'emmènera dans la forêt et ils retrouveront ces cabanes de gosses. Ben, le vélo, tout d'un coup, c'est ce qui permet d'aller comme ça à 15 ou 20 kilomètres et d'avoir cette sensation comme ça que le monde vous est offert. Quelque chose qui concerne tous les gamins et tous les ados, ouais, probablement, mais bien penser que c'est pour lui cette forge comme ça aussi de l'imaginaire de la nature. On n'a jamais fait l'inventaire, par exemple, elle a un inventaire qui est ultra précis, le nombre de fois où ça mange chez Lovecraft. Vous compterez, il y en avoir deux, et encore, c'est assez minimum. Dans les Rêves dans la maison de la sorcière, une fois, il mange comme ça. Dans Chuchotement dans la nuit, une fois, il mange, mais là, c'est parce que c'est plus ou moins empoisonné, plutôt plus que moins. Et ça va aider à finir l'histoire. Par contre, regardez comment on se promène chez Lovecraft. On a des autobus, regardez le Cauchemar d'Innsmouth. On a des trajets de nuit en voiture, regardez Chose sur le seuil. On a des trajets en train, regardez Chuchotement dans la nuit. Euh, Ainsi de suite, ainsi de suite. On a des avions. On en a évidemment dans Montagne de la Folie ou dans l'Abîme du Temps, où on amène comme ça des avions démontables en plein désert d'Australie pour aller explorer des ruines. On a un chameau dans La ville sans nom, mais ben, on a aussi du vélo. Pensez à ce texte, par exemple, très étrange qui est The Picture in the House, le tableau dans la maison, avec cet étudiant qui a fini ses études et qui décide de faire un tour du Massachusetts en vélo, et qui a un soir d'orage comme ça, en pleine averse, contraint de s'abriter, de remiser sa bicyclette, tombe justement comme ça sur cette maison moitié hantée. Je voudrais passer à autre chose. Avant-dernier point. Et ben là, je reprends le mémoire sur la vie privée de H.P. Lovecraft par Sonia, son épouse. Et au tout début, il y a ce passage qui m'a toujours interloqué. Sonia est quelqu'un qui procède, n'est pas littéraire, donc elle commence par raconter à quoi ressemblait Lovecraft, à quoi ressemblait son mari. On aura même plein de détails sur les mensurations, sur les prises de poids, etc. etc. Par contre, le premier truc qu'elle dit, c'est la façon dont Lovecraft n'aimait pas son visage. Et en même temps, je ne sais pas si on a accordé à ce passage suffisamment d'attention.
He showed me a picture of himself at that age. Il lui montre une photo de lui adolescent. Photo dont je ne sais pas où elle est, qui elle est. En tout cas, elle ne fait pas partie des 60 qu'on a, qui concernent toutes Lovecraft adultes, sauf une ou deux, mais en tout cas pas celle dont parle Sonia. Euh, à ce moment-là, il avait encore des boucles, nous dit-elle, ses beaux yeux bruns, etc., etc. Euh, et puis, Lovecraft, il parle de sa... vous savez, ce titre de Robert Musil, L'homme sans qualité. Il parle de son plain looking physiognomy, c'est-à-dire la physionomie terne, la physionomie ordinaire, l'homme qui ne montre rien. Et il donne à Sonia deux explications. La première, c'est que s'il a arrêté de faire du vélo, c'est qu'il a eu un accident de vélo, qu'il est tombé et que son nez est plus ou moins cassé, tordu, et que ce truc comme ça dans sa face, que, quand même un nez bien d'homme grand et fort, donc bien charpenté, eh bien il en souffre. Et la deuxième chose, il en plaisante, il ramène ça, c'est à force d'avoir passé toutes mes nuits à dos, l'œil vissé au télescope, à regarder les étoiles. Donc on a cet élément-là, que si Lovecraft a arrêté le vélo à 15 ans, c'est pour ce truc qui lui a cassé le nez, et que cette façon de ne pas se supporter lui-même, quelque part, est aussi liée au vélo. Et maintenant, on saute à 1928. Là, Lovecraft a décidé d'aller à Nantucket. Pas forcément pour Moby Dick. Il a lu Moby Dick, mais je ne sais pas s'il y trouve ce que nous, on y a trouvé. Puis, vous savez, pour lui, la chasse à la baleine, le musée des baleines, c'est à Bedford, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus de Fall River, à l'embranchement du Cape Cod. Donc, c'est cet endroit-là, où un musée qu'il connaît vraiment par cœur, où il a plusieurs fois amené ses amis. Et pour lui, Nantucket, c'est bon, il y a le musée des baleines, mais pas tant que ça. Par contre, dans ses explorations systématiques des vieux témoignages coloniaux, eh bien, cette fois-ci, il s'embarque à Nantucket. Moi aussi, j'ai fait le voyage, un jour de pluie. Et puis, à Nantucket, évidemment, le premier jour, il visite le vieux village, maison en bois, ce qui est à proximité. Et on a un très beau récit, d'ailleurs, en 4 pages. On y reviendra plus tard, pas de problème. Et il écrit à Robert Barlow. Vous savez, Barlow, donc, c'est ce jeune type qui a 13 ans quand Lovecraft et lui commencent à s'écrire. Barlow a 19 ans quand meurt Lovecraft. C'est lui qui deviendra son légataire de ses papiers. C'est une étrange relation, d'autant que Barlow mourra relativement jeune, ensuite il ira enseigner au Mexique, et quand son homosexualité sera révélée, ça se terminera par un suicide. Euh, mais il faudra y revenir. En tout cas, on a les lettres, les échanges de lettres avec Barlow, qui sont aussi un des monuments, un monument là aussi épais, conséquent de la correspondance Lovecraftienne. Tout ça, bien sûr, toujours dû qu'on peut lire aujourd'hui grâce à S.T. Yoshi et David Schultz. Et voilà comment il parle, alors que le récit de Nantucket est très, très guide touristique. Et certainly had a great time in Nantucket. After completing the pedestrian exploration of the urban section, I hired a bicycle. J'ai loué un vélo et j'ai exploré tous les environs. C'était la première fois en 20 ans que j'étais sur des roues, mais je n'avais rien oublié. I simply mounted and rode along without any feeling of unfamiliarity and awkwardness. J'ai juste grimpé dessus et ça roulait sans aucun sentiment de non-familiarité ou d'étrangeté ou de peur. C'était juste euphorisant. Après toutes ces années, ça me renvoyait à ma jeunesse de façon si vive que j'avais l'impression de me dépêcher en partant de la maison pour arriver à l'heure à l'école de Hope Street. Uh, the whole thing brought back my youth so vividly that I felt as if I had to hurry home for the opening of Hope Street High School. Lovecraft dira aussi que ce qu'il trouvait bizarre dans Providence, c'est que
Si on est adulte, bourgeois, respectable, on ne fait pas de vélo. Il y a les fiacres, il y a tout ce qu'il faut, il y a les premières automobiles, et bah, je dirais qu'ils sont vraiment bêtes de ne pas aimer le vélo. Évidemment, aujourd'hui, tout ça change un peu. Voilà, Lovecraft et la bicyclette. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben non, j'ai rien oublié, mais pour moi, c'est juste ça qui est important. C'est-à-dire que cette sensation de liberté dans l'espace, cette sensation de pouvoir aller loin, cette sensation que c'est ce qu'il a, ça il en parle aussi plein de fois, que cette nature sauvage, violente, qui commence à peine on a fait quelques centaines de mètres et que s'arrête la ville et que euh, à mesure qu'on entre comme ça dans les bois, il y a ces ravins, ces choses fantomatiques, c'est la possibilité de se perdre. Ben, cette liberté-là, il la doit, adolescent, à son exploration du vélo. Et quand il l'écrit, 30 ans après, le Lovecraft nocturne, le Lovecraft euh, pas silencieux, il ne le sera jamais, mais dans la densité de ces récits qui frôlent toujours l'horreur, l'effroi, l'étrange, l'inquiétant, eh ben, c'est toujours les sensations, les perceptions d'adolescence qui serviront de médiation, et donc le vélo. Lovecraft et les bicyclettes, Install Lovecraft, c'était le numéro 9. Et ben dans le 10, on parlera d'autre chose. Merci les gens.